Belle bonsoir peuple maman, qu'explique que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire, votre émission Tchou pour tête. L'émission basée sur la déconstruction et la recherche de nouvelles alternatives. Et qui dit Tchou pour tête dit une équipe. C'est idée Eloïch. Voilà, tout douce. Tout posé, tranquillement? Oui, posé. Tout doucement, et bien tant mieux alors. Et ce soir, et qui dit également Tchou pour tête dit des invités de qualité. Bonsoir mon invité. Bonsoir. Comment vas-tu Martine? Super bien. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Donc, Martine Lheureux, je suis passionnée des climats, limites planétaires et de la nature et du vivant. D'accord, ok. Bon, l'année dernière, tu étais des nôtres. Oui. Tu présentais une manifestation. Oui, exactement. Et là, tu vas présenter toujours la même Toujours la même manifestation, ce sera la 4e édition. La 4e, ben voilà. Tu m'as anticipé par rapport à la question, par rapport à combien d'éditions. Donc oui, c'est la 4e. Donc c'est la 4e, exactement. Donc on est super heureux de ça. On va en parler dans un petit instant. Ouais, génial. Donc la thématique du soir, déclic Martinique. Pourquoi, Eloïch? L'idée, c'est toujours de créer justement un déclic. Et alors, je vais partager je suis allé il y a 2 semaines en tout cas à Trinidad et aussi Sainte-Lucie juste après dans la foulée. Et en fait, on peut penser que nous en Martinique, on est relativement en retard par rapport à nos actions, par rapport à l'urgence. D'accord? Mais pour moi, il y a l'urgence. Ensuite, il y a où on se situe nous. Et ensuite, il y a où se situe le reste, par exemple, des Caribéens. Et en fait, à Trinidad et à Sainte-Lucie, ce n'est pas du tout leur agenda. Il n'y a pas de collecte de tri. Il y a des endroits où on va faire justement des randonnées. Là, ça, c'était à Trinidad, où c'était jonché de déchets partout. Donc, en fait, ça m'a permis de remarquer qu'on est quand même assez conscient de certaines choses. Donc, on met en place certaines choses en Martinique, même si, effectivement, on pourrait aller plus loin par rapport à l'urgence. Mais c'est pour relativiser le fait qu'on peut considérer, en fait, qu'on est très en retard et qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'efforts, alors que finalement, on se rend compte qu'on en fait, mais que par rapport à l'urgence, on peut considérer que c'est peut-être pas encore suffisant. Mais en fait, à l'échelle mondiale, on se rend compte que on n'est pas seul, en fait. On va même dire que même l'écrasante majorité de la population mondiale n'est pas alignée avec cette urgence-là. Donc, c'était pour relativiser, pour placer le fait que, certes, on est un peu dans ce moule mondial, finalement, mais on est quand même comme conscient de certaines choses, surtout quand on voit comment évoluent nos voisins dans la Caraïbe. Alors, attention, je ne compare pas non plus le statut politique qui fait que c'est aussi peut-être plus simple pour nous d'avoir ce type de choses en étant rattachés à la France, en ayant certaines choses aussi qui viennent de l'Europe qu'on applique tout simplement ici. Mais ça n'empêche que par rapport à nos voisins, on a quand même une vision qui est en avance par rapport à l'urgence justement climatique et que du coup, il faut pouvoir relativiser, mais sans oublier effectivement qu'on peut toujours agir pour pouvoir justement s'aligner avec cette urgence. Tous les ministères, le ministère de l'Environnement, et puis également, il y a des normes à respecter aussi. Donc, peut-être c'est dû aussi par rapport à ça. Oui, et des dispositions légales. Par exemple, on en a parlé de l'année dernière, du fait qu'il y a obligation de faire du compost pour les entreprises ou c'est toujours pas appliqué, mais au moins la loi est passée. Ce qui fait que je pense que dans quelques années, ce sera le cas. Mais nos voisins, en fait, n'ont pas forcément cette vision-là. Même au niveau du tri, tu vois, les tri au niveau des bouteilles, des cartons, ce que tu as vu. Oui, justement, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas du tout. Non, il n'y a pas de tri qui est fait. Nous, il y a du tri qui est fait. Il y a des problématiques par rapport au tri en Martinique. Tri sélectif, tout ça. Dans tous les cas. Mais ça n'empêche qu'on a au moins ça. On a au moins le mérite d'avoir en fait du ski et de voir que les compatriotes trient beaucoup plus quand ça venait d'arriver où c'était soit mal trié, soit pas du tout trié. C'était assez catastrophique. J'ai envie de dire qu'on a dépassé le cadre de la sensibilisation. Non, ça continue. Mais en fait, on a quand même une certaine avancée dans notre sensibilisation par rapport justement à des voisins qui ne sont pas du tout alignés. Comparativement avec nos compatriotes de la Caraïbe. Voilà, exactement. Donc voilà, nous allons parler du déclic Martinique, une manifestation qui aura lieu le 5 avril. On va en parler dans un petit instant. On va également parler par rapport aussi aux autres, parce que c'est la 4e édition, donc il y a aussi un bilan de ces 4 manifestations aussi. On va en parler tout ça ce soir. Ouais. Donc pour débuter, quel est l'objectif de cette journée de déclic Martinique? Alors, l'objectif de la journée, c'est de regarder tout ce qui se passe au niveau du climat et de remettre en fait les questions climat, vivant et enjeux planétaires au centre. De permettre d'avoir des informations, de comprendre facilement ce qui est en train de se passer au-dessus de nos têtes et autour de nous. De comprendre pourquoi les choses sont en train de s'accélérer. Et
de bien poser le constat. Alors, on a un zoom sur la mer, parce que cette année, c'est l'année de la mer. Et l'océan, c'est un poumon climatique pour nous. Mais pas que. C'est un poumon de vie, c'est notre poumon d'équilibre. Il y a énormément d'équilibres physico-chimiques qui se déroulent dans l'océan, qui font que, eh bien, on peut vivre avec les climats qu'on connaissait, voilà. Et plus notre océan moins il va bien fonctionner, plus il va dysfonctionner, donc plus il va être en déséquilibre pour nous, mais plus il va trouver de nouveaux équilibres pour lui. Eh bien, plus ça va créer des problématiques de climat qui vont être difficiles pour les êtres vivants, pour les humains, mais pas que, pour tout le vivant, pour le vivant maritime et aussi pour le vivant terrestre. Parce que le lien est vraiment direct et très fort. Des fois, on se dit, tout ce qu'on fait, on est loin de l'océan. Mais en fait, non, pas du tout, quoi. Bon, déjà, nous, de par notre position, on est quand même collés à la mer. Mais quel que soit, même si on est en pleine terre, au milieu de la montagne, eh bien, on est relié à l'océan. Parce que, bien, tout le cycle de l'eau, tout ce qui nous arrive, les pluies, les fortes sécheresses, etc., tout ça, ça vient aussi du fonctionnement de l'océan. Voilà. Donc, c'est bien comprendre, en fait, les liens entre tous ces éléments-là, pouvoir poser des questions. Donc, si vous êtes toujours posé des questions, d'ailleurs, on a un moment sur les questions qui fâchent. Donc, c'est en fait des questions que vous vous posez. Vous voulez avoir une réponse, eh bien, vous pourrez la poser à ce moment-là, soit dans les stands de sensibilisation, soit dans le moment conférence. Il y aura un moment dédié à ça, pour effectivement que, eh bien, on puisse vraiment parler en toute franchise de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, et une fois qu'on a pris conscience, c'est ensemble de se dire mais comment évolue la Martinique par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'associe à Météo France, qui, eux, travaillent beaucoup sur les projections de climat en termes dans les années futures pour la Martinique. Et par rapport à tout ça, quelle est notre résilience ? Qu'est-ce qu'on sait déjà mettre en place ? Parce qu'on sait déjà quand même faire plein de choses. Héloïse, il a dit qu'on porte déjà des choses en nous, et c'est vrai. Il y a plein de choses qu'on fait déjà, mais que l'on fait à petite échelle. Et on ne peut pas être résilient seul. Tu vois, il faudrait voir justement quelles sont ces choses chouettes, comme par exemple le lieu où on est. La déclic matinique, elle se situe à l'écolieu de Tivoli. L'écolieu de Tivoli, c'est une plantothèque médicinale et nutritionnelle, mais c'est aussi un lieu qui fonctionne de manière complètement intégrée, où chaque élément sert à quelque chose, il n'y a pas de déchets. Tout resserre et tout rentre dans le cycle de fonctionnement. Et voilà, quoi. Donc, comment, en fait, on peut arriver à répliquer des éléments comme ça, mais aussi comment est-ce qu'on peut arriver à être résilient en eau. On sait qu'on aura beaucoup de problèmes d'eau, que l'eau peut manquer et pourrait manquer beaucoup plus que ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, dans les années futures, et ce sera un problème, un réel problème. Donc comment en fait assurer le fait d'avoir quand même de l'eau pour pouvoir vivre, parce que l'eau, c'est quand même la base de la vie. Et voilà, donc ce sont toutes ces problématiques-là que l'on aborde pendant la déclic. Et on le fait vivre, c'est-à-dire on le fait vivre par des ateliers de sensibilisation, où vous manipulez des cartes, mais on le fait vivre aussi par des moments de conférences interactives, donc où je l'ai dit, on peut poser des questions, ou par des tables rondes, et on le fait vivre aussi par de la manipulation, c'est-à-dire comment arriver à faire des petites choses avec rien, avec peu de choses, on peut arriver à faire beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais de déchets. Eh bien, si on veut arrêter parce que le déchet, quand même, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, c'est celui à la base où on n'a pas acheté la chose. Donc, c'est comment arriver à faire avec ses mains des choses simples qui peuvent nous servir au quotidien. Et notamment, vous avez parlé de compost, il y aura aussi un focus sur tout ce compost. Donc, comment démarrer son compost, comment fabriquer le matériel de compost, etc. Je suppose également qu'il y aura la fresque. Il y aura la fresque du climat, bien sûr. Alors, quand vous entrez, le premier stand qui vous reçoit, c'est la fresque du climat. Et le deuxième stand qui vous reçoit, c'est Météo France. D'accord. C'est vraiment, ça pose les sujets. Ça pose vraiment, et c'est là où, avec quelques cartes, vous arrivez à comprendre le phénomène physique, ce qui est en train de se passer au-dessus de notre tête et pourquoi est-ce que ça s'aggrave de cette manière-là.
Donc, si tu as un moment, 5 minutes, on pourra refaire l'histoire. Je te fais également rappeler, parce que tu parlais de ça, à travers le risque pour l'humain, Oui. la planète, elle s'adapte. Donc, Oui. c'est pas un risque planétaire. La planète, elle va s'adapter à nouveau. S'il n'y a plus d'humains sur cette Terre, eh ben, la planète, elle va s'adapter, elle va faire autrement. C'est ça. Alors tiens, tu vois, ça fait partie des questions dans la rubrique les questions qui fâchent. C'est aussi ce genre de questions. Tu vois, par exemple, on a alors ce que tu soulignes là, c'est vraiment ça. La planète, elle s'adapte, elle forme différents équilibres comme elle l'a toujours fait depuis des millions et des millions et des milliards d'années, puisqu'elle a 4,5 milliards d'années. Et tout ça, en fait, eh bien aussi on en parle et vous pouvez les poser ces questions-là. Ben tiens, le climat, par exemple, il a déjà changé. Tu vois, qu'est-ce qui fait là que c'est différent? En fait, pourquoi on dit que c'est attribué aux origines humaines? Pourquoi est-ce que le changement climatique, on sait qu'il est dû aux activités humaines? C'est tout ce genre de questions-là, en fait, que vous pourrez naturellement poser et qu'il vous faut poser parce que comme ça, on respecte des non-dits ou des choses que l'on pourrait penser ou dont on est persuadé en échange. On est vraiment dans le partage, dans la compréhension des choses. Et voilà, et il y a des choses, on a des réponses, on les donne. Puis il y a des choses qu'on prend avec plaisir, comme partage, voilà. Et c'est des interactions. Et c'est ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas quand on vient aussi échanger avec nous, ce sont des échanges, tu vois, des partages de ce que vous vivez, de ce que chaque personne est en train de vivre par rapport à cette accélération, par rapport aux fortes sécheresses, par rapport aux fortes pluies, comment chaque personne a déjà fait avec, puisque on fait avec. Donc, comment on s'est adapté au quotidien pour ça, etc. Et c'est aussi des retours d'expérience qui peuvent servir à d'autres. Et c'est ça aussi qui est primordial pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne et puis nous dise « faut faire ci, faut faire ça et faut faire ça ». Tu vois, c'est pas... Et nous, dans nos manifestations, c'est vraiment pas le genre de discours que l'on tient. C'est au contraire, voici l'ensemble des problèmes qu'on a, parce que le climat, c'est un problème, mais c'est un symptôme. Hein. C'est juste un symptôme de la manière dont on est en train de dérouler nos activités. Donc, c'est pas le seul problème des limites planétaires, mais les scientifiques en ont dénoté 9, et il y en a 7 qui sont déjà dépassés. L'océan, c'est la 7e qui a été dépassée. C'est-à-dire que l'océan est en train de s'acidifier beaucoup trop vite. Et ça met en danger tous ces mécanismes. Et s'acidifier, ça veut dire qu'il absorbe trop de CO2. Et je pourrais vous expliquer... Quelles sont les 7 les limites planétaires. Alors, je prends pas, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais je les prends dans l'ordre où elles me viennent en esprit. Donc, la chimie, donc tout ce qui est plastique, tout ce qui est nouvelle entité qu'on a mis dans le sol, comme par exemple le chlordécone, comme par exemple le glyphosate, le plastique, tu vois. Cette limite, elle est explosée. C'est-à-dire que, tu vois, quand on dit exploser, c'est-à-dire que la Terre, elle est comme ça, elle est finie. Quand on va mettre en place des process ou retirer ses ressources ou lui mettre des choses à l'intérieur, elle peut les absorber. Mais quand c'est comme une baignoire en fait, hein, si tu la remplis, au bout d'un moment, elle déborde. Ben voilà, c'est pareil pour la Terre. Au bout d'un moment, quand elle ne sait plus absorber, elle déborde et du coup, elle ne peut plus rien faire avec ce qu'on met en plus, en trop, et ça s'accumule jusqu'à la faire dysfonctionner. Et donc, c'est le cas avec toutes les entités, la chimie qu'on a inventée et les entités chimiques qu'on a mises. Donc ça, c'en est une. Le vivant et nos écosystèmes. Nous sommes dans la 6e extinction de masse. Est-ce que tu te souviens de la 5e? Est-ce que vous vous souvenez de la 5e? Oui. Oula. Réfléchissez, ceux qui écoutent, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'était la 5e extinction de masse? On l'a tous appris à l'école. Les dinosaures. Oui, les dinosaures, exactement. C'était ça. Donc tu vois, c'est un affaissement de la vie, une extinction de masse. Et c'est un rythme de disparition des espèces qui est beaucoup plus rapide qu'habituellement. D'accord? Puisque habituellement, c'est dans le cycle de la vie, hein, de naître et de mourir. Mais quand énormément d'espèces s'affaissent, eh bien là, on commence à rentrer dans un rythme différent. La planète a connu 5 déjà périodes comme celle-là, et là, on est dans une 6e. Le vivant, c'est toute une toile, hein, et nous faisons intégralement partie
de ce vivant. Donc c'est le vivant, mais c'est aussi tous les écosystèmes. Nos mangroves, l'océan, les mares, les zones humides, bref, tout ce qui est écosystème sur Terre. Il y a l'eau. Donc l'eau, c'est une limite également qui a été déjà dépassée. Donc l'eau, c'est calculé en dépassement en 2023, il me semble, l'eau verte et l'eau bleue. Alors c'est toute l'eau à disposition du vivant. D'accord. L'eau douce. Et l'eau douce, et oui, tout à fait. L'eau douce et l'eau qui est sous terre, dans les nappes phréatiques. Donc l'eau qui est facilement accessible et celle aussi qui est dans les nappes. Ensuite, c'est le quatrième. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a l'artificialisation des sols. Tu as une super belle mangrove, tu la rases, t'en fais un hypermarché. Tu as artificialisé ton sol. D'accord, tu vois bien ce que ça représente. Tout voilà. lien avec la réalité. Et voilà, exactement. Et en fait, ça, partout sur la planète, comme on fait ça, et comme on le fait à rapidité et très forte, eh bien, quand on artificialise un sol, il ne fonctionne plus. Un sol, c'est du vivant, c'est de la vie. Un sol, il faut près de 600 ans pour avoir un bon sol. Il faut quelques secondes pour le détruire. 600 ans pour avoir un bon sol. Non, pas 600 ans, j'exagère, excuse-moi. Non, je reprends mon chiffre. Il faut entre 100 et 400 ans pour avoir un bon sol. Voilà. D'accord. Avec la fertilité du sol. Après, ça dépend de où tu es, dans quelle zone tu es, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur du temps long, tu vois. C'est pas sur une génération humaine. Tu peux arriver à reconstituer des sols, hein, heureusement, mais ce sera jamais aussi riche que ce que c'était avant la toute première destruction, tu vois. Donc là, pareil, si vous avez un sol chez vous qui est déjà fait, que vous hésitez, vous dites « Oh, ça m'embête parce que là, j'aurais bien aimé mettre du béton », laissez votre sol. Ça fait fonctionner tous les cycles, ça fait fonctionner le cycle de l'eau, le cycle du carbone, les cycles de la vie, et nous en avons absolument besoin, d'accord. Et donc là, le rythme auquel on artificialise les sols est beaucoup trop rapide, ok. Donc il y a ça. Alors, je ne sais plus à combien on est. Cinquième maintenant. Cinquième, exactement. Alors, la cinquième, donc on est à l'océan. Donc l'océan, j'en ai parlé. L'océan, en fait, alors, quand nos activités humaines, elles émettent du CO2. Alors, est-ce que vous savez pourquoi elles émettent du CO2 d'ailleurs ? Avec les voitures ? Avec les voitures notamment, mais en fait, justement, la voiture, elle fonctionne avec de l'essence. De l'essence qui est fabriquée à partir du pétrole. C'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, il y en a 3, c'est le pétrole, le gaz et le charbon. Ces énergies fossiles, eh bien, on va les chercher sous terre ou sous mer. Et ces énergies fossiles, avant d'être des énergies fossiles, c'était du vivant, comme vous et moi, fait de carbone, comme vous et moi, et donc qui sont morts, qui se sont pas décomposés sous terre, à l'air, pardon, et qui ont été enfouis. Et avec des millions, voire des dizaines de millions d'années, de la pression et de la chaleur, ça fait ces poches parfaites de carbone que sont le pétrole, le charbon et le gaz. Donc ça pouvait être des fougères, ça pouvait être des arbres, ça pouvait être des nidhosaures, ça pouvait être du plancton. Voilà, c'était ce genre de choses. Et de vivants. Donc là, c'était le cinquième. Voilà, c'est ça, exactement. Donc l'océan, en fait, c'est le cinquième. Et comme tu parlais de 7. Ouais, je parlais de 7. Alors, deux qui ne sont pas encore. Non, il y en a 9 qui ne sont pas encore dépassés. Il y en a 9 en tout. Il y en a 9 en 7 dépassés. Il y en a 7 dépassés et 2 qui ne sont pas encore dépassés. Donc, il y en a une, bien sûr, c'est le changement climatique. Donc, le changement climatique, c'est la vitesse à laquelle ça va. La vitesse à laquelle l'énergie reste piégée sur Terre et la vitesse à laquelle le carbone et les gaz à effet de serre se forment au-dessus de nos têtes. OK ? Donc, ça, pareil, c'est une limite largement dépassée. Je rappelle encore, l'année dernière, on en a parlé hors antenne tout à l'heure là, tu nous expliquais l'année dernière qu'on aurait pris 1,5 degré. Mais en fin de compte, c'est 1,65 degré, comme tu me disais. 1,60 degré, ouais. Jusqu'en 2025. Les mesures de Copernicus, alors, les mesures de Copernicus ont marqué qu'on a 2024, c'est terminé avec une augmentation de température d'environ 1,60 degré. Alors, il faut bien se remémorer, on repart de 1850, d'accord ? Et on regarde l'augmentation de 1850 à maintenant. Et on peut faire 3 grandes phases. Donc, de 1850 à 2000, donc en 150 ans, on a augmenté la température de 0,6 degrés. De 2000 à 2020, donc en 20 ans, on a à nouveau augmenté de 0,6 degrés. De 2020 à 2024,
eh bien, on est passé de 1,2 degrés à 2020 à 1,6 degrés à 2024. Ce n'est pas encore une observation climat, parce que pour faire une observation climat, il faut un temps long, il faut un minimum de 30 ans de données. Donc, on ne peut pas dire que si ça y est, c'est les accords de Paris, c'est fichu, etc. On ne peut pas dire ça encore. Ce n'est pas une certitude à 100%. Ce qui n'est pas une certitude, c'est que l'année prochaine se réplique exactement pareil. L'année d'après, tu vois, il faut attendre en fait d'avoir un recul sur les années pour dire ah ben oui, là on est vraiment sur une montée. Mais les scientifiques appellent ça un signal faible, c'est-à-dire que c'est un signal d'accélération des choses. On ne peut pas affirmer que c'est en train de s'accélérer, mais n'empêche qu'on a des signaux comme quoi il y a des choses qui sont en train de s'accélérer. Et donc, il faut absolument en tenir compte. Est-ce que c'est juste une année? Parce que nous étions, par exemple, dans l'année El Niño. Est-ce que ça va continuer derrière? Et c'est vrai que ce qui les a inquiétés, c'est que malgré le fait qu'on soit passé d'un El Niño en début 2024 on a glissé vers la Niña à mi-2024 à peu près, eh bien, les températures sont restées quand même assez chaudes, et notamment les températures des océans sont restées quand même assez chaudes. Elles ne se sont pas rafraîchies, refroidies, comme elles auraient dû le faire en La Niña à travers le monde, encore une fois. Bon. Ce que je dis, c'est des raccourcis scientifiques, parce que c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Donc moi, je dis juste les grands éléments notés, que l'on peut noter. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est en train de s'accélérer. On n'a pas vraiment de réponse sur le pourquoi on n'avait pas prévu que ça s'accélérerait aussi vite. Et on ne sait pas encore si 2025 va terminer sur la même tendance que 2024 et pareil pour 2026. On n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, eh bien, les 1,5 degrés, on les atteindra certainement beaucoup plus que prévu. Voilà, que les différentiels de température, ça monte. Donc derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que pourquoi ça monte en fait? Parce que l'énergie, elle reste piégée sur Terre. L'énergie que nous envoie le Soleil, d'accord? La Terre, elle absorbe cette énergie, elle va la relâcher, et en fait, quand elle va rencontrer les gaz à effet de serre, ils vont prendre cette énergie-là et en grande partie la renvoyer sur Terre, d'accord? Et pour certains gaz à effet de serre, ils vont la démultiplier pour la renvoyer sur Terre. Et là, en fait, eh bien, cette énergie, une fois qu'elle est comme ça, il faut qu'elle agisse. Et en grande majorité, elle est absorbée par nos océans, d'accord? Donc nos océans, ils sont montés lentement en température, mais sûrement. Et 91% de cette énergie qui reste piégée sur Terre va dans l'océan. 3% tape sur les glaces et fait fondre la glace. 5% tape dans les sols et assèche les sols. Et c'est un problème d'ailleurs pour tout le vivant, mais aussi tout ce que nous, on a posé au sol. Et 1%, qui est notre propre ressenti du changement climatique, c'est seulement 1% de l'énergie qui reste piégée sur Terre. Et on voit que derrière, ça fait deux grands phénomènes. Je vous ai dit, donc, l'océan est plus chaud, et on le voit, on le constate bien, et les mesures le constatent bien. L'air est plus chaud, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'évaporation, il y a plus de gouttelettes qui montent. Du coup, quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus localisé, et puis ça va beaucoup plus inonder. Et comme l'eau est en cycle, eh bien derrière, les sécheresses, elles seront plus intenses, plus fortes. De toute façon, c'est une succession à travers tous ces risques, comme tu parlais, le béton, le plastique, le CO2. Voilà. Donc automatiquement, en mélangeant tout cela, ça crée nos instabilités au niveau planétaire, au niveau de nos températures. Exactement. Et aussi, souvent, on peut se dire que, tu vois, on entend Niño, Niña, limite, ça fait lointain pour nous, mais ça nous touche au quotidien. Au quotidien, vraiment au quotidien. On voit ça de par les images. Il y a 3 semaines, on regardait ce qui s'est passé à La Réunion. On voyait les voitures avec les rivières. Exactement. Voilà, donc on pense toujours que ça arrive aux autres, ouais. Mais on constate que ça nous arrive à nous. Exactement. Et le pire, on se dit « Oh, mais c'est bon, on va s'adapter ». On ne pense pas à un truc, et les scientifiques ont appelé ça la théorie du boxeur. C'est-à-dire que, tu sais, tu vas dans un combat, tu vas prendre un coup. Bon, 6 mois plus tard, tu reprends le même coup. Ça va peut-être rien te faire. Mais si tu prends les 2 coups, les 2 mêmes coups exactement, dans la même semaine, là, par contre, c'est pas sûr que tu t'en remettes aussi bien. Tu vois, et c'est ça le problème, c'est la répétition. On l'a vu pendant les grandes vacances en Californie avec les cyclones Hélène et le cyclone...
lequel qui est passé encore, j'ai oublié. Enfin, les 2 cyclones là qui sont passés sur la Floride coup sur coup. On l'a vu à Cuba, où pareil, 3 cyclones sont passés sur coup sur coup. Et Mayotte, qui a pris Chido et Dikeledi. Alors, on n'a pas tellement beaucoup parlé de Dikeledi parce que ça n'a pas été autant montré que Chido. C'était moins impressionnant, mais c'était beaucoup plus pluvieux. Et ce qui s'est passé, c'est que les dégâts du premier phénomène accentuent le deuxième phénomène. Par exemple, Dikeledi, il y avait moins de vent, mais il y avait beaucoup plus de pluie. Par contre, il y avait déjà, par exemple, des troncs d'arbres, des choses, des déchets qui bouchaient les sorties d'eau, les rivières. Et du coup, beaucoup plus de pluie. Ça a fait que l'eau n'a pas pu s'évacuer, mais ça a inondé des zones que ça n'aurait pas dû inonder. Et ça a été pareil en Californie, où les cyclones se sont servis des premiers déchets les générés par l'un, parce qu'il y a 3 semaines, t'as pas le temps de tout enlever, c'est pas vrai ça, tu vois. Donc voilà. Et derrière, tu as toutes les problématiques d'assurance. Tu peux te poser la question, toi, est-ce que tu as envie de reconstruire? Est-ce que ce que peut te coûter une opération, par exemple, imagine que tu en prennes un, tu reconstruis, 6 mois plus tard, tu en reprends un autre. C'est compliqué. Est-ce que financièrement, tu auras les moyens de faire face à ça? Mais on parle de ça, mais chez nous, on peut aller tout simplement aux inondations des commerçants. Hein. Et des maisons. Ça leur fait un coût à chaque fois. Donc il y a des fois où les assurances payent, mais qu'est-ce qu'elles disent, les assurances de plus en plus? Elles disent, celle-là, ça commence à faire beaucoup. Nous, on pense qu'on va se désengager. Et c'est ce qu'on voit en fait. Elles sont déjà parties de plein d'endroits. Et d'ailleurs, les assurances disent clairement, nous, on ne sait pas faire. Assurer un monde à 4 degrés, c'est un monde qui se réchauffe beaucoup trop vite, on ne sait pas faire. Du coup, on va revenir sur la journée, parce que ce que tu viens de dire là, ça permet justement d'avoir des échanges pour savoir pour échanger en tout cas sur ces sujets-là, pour situer les problématiques et voir comment justement on peut s'adapter. Est-ce que tu peux nous parler en tout cas des enjeux qui sont liés à la mer en Martinique, en tout cas, la mer aussi en Martinique? Tout à fait. Alors, le premier, il est visuel, hein, on le constate partout, c'est la montée des eaux. Donc, l'eau monte, sûrement. Pas doucement, parce qu'elle peut monter doucement et parfois il y a une tempête en fait qui fait que ça monte plus vite, hein, Beryl nous l'a bien démontré. Ça peut redescendre, mais ça ne redescend pas au niveau où c'était, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la tempête, les vagues ont préparé un terrain pour prendre plus de place. Alors pourquoi l'eau monte? L'eau monte pour 2 phénomènes. D'abord parce que quand l'eau est plus chaude, elle se dilate. Donc, elle prend plus de place. Donc, c'est mécanique. Une eau plus chaude, elle prend plus de place. Voilà. Et aussi parce que, comme les glaciers fondent, les calottes glaciers et les calottes glaciaires vont très, très vite. Eh bien, ils mettent beaucoup plus d'eau très, très vite dans l'océan. Et tout ça, ça fait monter l'eau de mer. Donc, ça, c'est une des premières choses. Une des deuxièmes choses, mais c'est ce que je viens de dire aussi par rapport à l'évaporation, c'est à nos océans étant plus chauds, on a des risques par rapport à ça. Alors, en saison cyclonique, on a des risques de renforcement de cyclones majeurs, d'un renforcement très rapide et qui tape la zone Caraïbe. Alors, on ne peut pas dire c'est telle île qui va être tapée ou c'est telle île qui va être frappée. On a bien vu, Beryl a tapé en bas de la Caraïbe. C'était quand même sacrément inattendu en début de saison. Donc, cyclone majeur. Parce qu'habituellement, on est toujours habitué au nord. Au nord. Tu vois, et regarde où c'est passé. C'est passé loin de nous, pourtant. Regarde les dégâts qu'on a eus par les vagues de submersion. Ça veut dire que les cyclones, c'est pas seulement le vent et l'eau au moment même, c'est aussi la mer élevée. Elle est levée dans toute la zone et sur une zone qui s'étend. Et donc, elle touche, et on l'a vu, toutes les îles à côté, même la Barbade également. Bien, tout le monde a été surpris et secoué par l'importance des vagues de submersion qu'il y a eu. On a vu des images, moi j'ai vu des images où les pêcheurs de Sainte-Luce ont mis leur embarcation à terre. Mais franchement, j'ai eu peur pour leur vie en voyant ces images. Mais je comprends qu'ils le fassent parce que c'est leur gagne-pain, c'est leur moyen de vivre. Tu vois qu'ils ont sauvé. Mais c'est vraiment des choix très difficiles parce que l'eau, en quelques secondes, ça t'emporte avec la force que ça a et puis avec les bateaux, ça devient des bouts de papier, quoi, tu vois, avec la force. Donc voilà, c'est aussi le renforcement des pluies. Alors, l'eau qui monte, je reviens dessus parce que il faut bien comprendre que l'eau monte visuellement, mais elle monte aussi en dessous, hein.
on voit pas, mais il y a la partie que l'on voit, mais l'eau, elle est en dessous aussi. Hein. Donc, il y a plein d'endroits où l'eau, elle est déjà en dessous, mais visuellement, on n'en a pas l'impression. Les gens s'en aperçoivent au quotidien parce que peut-être qu'ils voient des choses qui rouillent ou des choses qui s'affaissent un peu, etc. Tu vois, donc l'eau, elle prend sa place au fur et à mesure. Donc, ça aussi, c'est pas négligeable. Ça peut créer tout ce qui est glissement de terrain aussi? Pas du tout. Alors, les glissements de terrain, c'est les pluies, tu vois. Ça va être les pluies. Au niveau des mangroves, alors? Parce que j'essaie de me repérer un petit peu quand tu dis que par le bas. Ah, par le bas, en fait, ça va, si tu veux, ça va aider à ce que l'eau prenne sa place. En fait, elle attaque par le bas et elle attaque par le haut. D'accord. Donc, en fait, elle prend de plus en plus de place et au fur et à mesure, je sais pas, on a tous déjà creusé du sable quand on était petit. Tu vois, il y a de l'eau au fond. Et ben, c'est pareil quand tu vas quelques mètres plus loin, sauf qu'elle est juste un petit peu plus loin, mais un petit peu plus profond, mais elle est là, quoi. Tu vois, et donc il y a des endroits où tu n'as pas l'impression que l'eau est là, mais elle est là. Et du coup, quand elle monte, eh bien, elle arrive. On voit les vagues rentrer beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est une constante sur les phénomènes qui arrivent actuellement. C'est non, mais on n'a jamais vu ça. On pensait pas que l'eau allait arriver là, à ce niveau-là. On pensait pas que. Et il y a ça. Et on a une chance, on a une chance. Imaginons qu'il y ait en même temps une forte pluie. Qu'on ait l'eau qui monte et en même temps une forte pluie. Tu vois, tu as un problème, si ça ne s'évacue plus. Si ça ne s'évacue plus, ça noie rapidement et ça accentue le problème des inondations. Donc, ça couplé à toute l'artificialisation qu'on a menée, c'est sûr que si on avait des mangroves... Pour protéger, on n'en serait pas là. Tu vois, si tous les bourgs, si tu regardes, imaginez tous les fronts de mer, on casse le béton et on remet de la mangrove. C'est sûr qu'on met en sécurité tout ce qui est derrière. Par contre, dans les premiers mètres, les personnes ne seraient pas très contentes. Mais n'empêche que ce qu'elles ont est déjà perdu, parce qu'on le sait en fait. On sait que événement après événement, de toute façon, ça va grignoter, ça va grignoter, ça va grignoter. Il peut y avoir des risques de tsunami? Alors... Parce qu'on en parle. Oui. Pour l'instant, on est encore préservé. Oui. Mais assez souvent, on en parle souvent des risques de tsunami dans la Caraïbe. Alors, c'est clair, il y en a. Alors, je ne suis pas très calée sur les risques de tsunami, donc je ne vais pas aller m'aventurer sur un terrain. Chacun son expertise. Il y a des personnes qui sont super bien calées sur ça. Je sais qu'il y en a. Il y a des risques qui sont très bien identifiés par rapport au volcan. Oui, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Dans la Caraïbe. Bref, j'arriverai pas. Là, ça ne me vient pas. Le nom ne me vient pas à l'idée. Mais c'est clair que c'est un risque. D'accord. Et d'ailleurs, on est une île qui concentre tous les risques naturels. D'accord. Que ce soit tremblement de terre, que ce soit tsunami. Okay. Et alors, le tsunami, ça va être normalement lié à une plaque tectonique qui bouge, ou alors un volcan sous-marin, ou alors, tu vois, quelque chose qui fait que dans l'eau, il y a un grand mouvement, et en fait, ça peut générer une onde qui va enfler et qui va monter. Ça peut être aussi... Alors, tu parlais de glissement de terrain, je pense que c'est à ça que tu... Ça peut être une grande quantité de quelque chose qui arrive, mais ce sont quand même des gros phénomènes. Alors là, franchement, pour vraiment bien expliquer ça, il faut faire appel à un spécialiste qui t'expliquera ça super bien. Il y a une association il y a plusieurs associations, et il y a un monsieur, à chaque fois je perds son nom, qui vraiment essaye de se battre. Et dernièrement, il y a eu des tremblements de terre. Il a refait passer encore le fait qu'on ne prend pas assez ces risques-là en compte. On ne se prépare pas assez sur ces éléments-là. Et franchement, ils font un travail formidable sur l'association. Je vous conseille de l'inviter pour justement parler de tout ça. C'est vraiment super intéressant. C'est de la sensibilisation. Et puis voilà, c'est se Je vous donnerai son nom et le nom de son association. Et vraiment, son travail est énorme, quoi. Et ça fait longtemps qu'il le fait, longtemps qu'il lutte pour justement remettre ces risques-là et qu'on se prépare. On se prépare aux événements majeurs. Kolyoka dit Jouma n'est pas Niprangad. Jouma n'est pas Niprangad, ça c'est clair. Et nous, ça nous qu'a dit, c'est que il faut se préparer aux événements exceptionnels et il faut se préparer au fait que notre quotidien est en train de se dégrader. C'est-à-dire le fait d'avoir un peu plus de pluie tous les jours et qu'il fasse un peu plus chaud tous les jours, ça dégrade notre santé, ça dégrade notre manière de vivre, nos activités, et ça ne les dégrade pas d'un coup.
Tu vois, ça les dégrade petit à petit. Ça fait qu'il y a moins de récoltes. Ça fait que les agriculteurs, eh bien, il y a des choses qui n'arrivent plus à sortir. Voilà, tu vois, ça fait plein. Et ça a créé aussi des impacts sur la santé qui sont importants. Donc, c'est tous ces éléments-là, en fait, où il faut se dire qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Mais surtout, n'allons pas s'imaginer que c'est qu'une seule chose, que c'est qu'un cyclone. Donc, bon, peut-être que ça va pas arriver. C'est un cyclone qui peut arriver. Il y a une probabilité que ça arrive, ça c'est sûr. Maintenant, c'est aussi un quotidien qui se dégrade sûrement tous les jours. On dit qu'on est entré dans une dérive climatique. Tu sais, c'est ça quand les gens disent il n'y a plus de saison, on ne sait pas bien prévoir. Oui, mais là, on est dans le carême. Normalement, il n'aurait pas dû avoir autant de pluie. On n'aurait pas dû peut-être avoir à cette saison-là autant d'inondations, etc., etc. C'est tout ça, en fait, qui fait que, eh bien, on n'en a pas l'impression, mais notre corps humain a du mal avec ça. Tu vois, vous avez vu, par exemple, là, il faisait frais, mais il faisait très chaud. Et depuis décembre, mine de rien, ceux qui travaillent à l'extérieur, on peut leur demander, il fait chaud. Ils subissent une chaleur forte, quoi, et de plus en plus. Et là, vraiment, depuis quelques temps, depuis 2-3 jours, on sent qu'on a bougé encore, qu'on est entré dans un carême beaucoup plus dur, enfin, qui commence à être plus intense. Et faites des réserves d'eau. Parce que je rappelle également, comme tu disais, on en parlait hors antenne, pour l'humanité, pour ceux qui, par rapport à ce réchauffement climatique, il peut y avoir aussi des risques au niveau de la santé. Alors, clairement, la santé, c'est le grand oublié du changement climatique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remet au cœur, là. On a invité une association qui s'appelle One Health, en santé Martinique, et qui remettent au cœur, justement, toutes ces problématiques de santé, et notamment à cause du changement climatique, mais pas que, de santé de manière globale. Et c'est vrai que tous ces éléments-là, nous, on s'aperçoit qu'il y a plein d'études qui disent que ça dégrade la manière dont le corps humain est en train de fonctionner. Et notamment la chaleur au travail. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va noter notamment dans la partie Déclic Pro que l'on va faire le vendredi 4. Donc il y aura vraiment une conférence sur la chaleur au travail, pour indiquer en fait que notre corps humain, au fur et à mesure, quand il est soumis à de trop fortes températures, eh bien, les fonctions, notamment les fonctions rénales, se dégradent. Elles se dégradent doucement, donc c'est pas quelque chose qu'on sent. On le sent pas tout de suite parce qu'en fait. Même en buvant beaucoup d'eau. Même en buvant beaucoup d'eau. En fait, c'est vraiment une question de physiologique, une question de fonctionnement. Il faudra venir à la conférence pour interroger les spécialistes par rapport à ça. Et il y a d'ailleurs, si vous regardez sur Arte, il y a un documentaire qui s'appelle La chaleur au travail, qui a été vraiment, qui note vraiment sur plusieurs latitudes, mais toujours sur notre zone de convergence intertropicale là, et sur plusieurs pays. Donc que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Amérique du Sud, ça a été, on voit que sur toute cette zone, il y a une explosion de dialysés. Et comment ça commence ? Ça commence par des petites insuffisances rénales. Et c'est pas assez soigné parce qu'on se dit non, mais ça va passer. On relie pas forcément ça au travail, tu vois, à l'activité qu'on est en train de faire. Mais au fur et à mesure, en fait, physiologiquement, on n'est pas fait pour fonctionner de la même manière quand il fait très chaud que quand il fait une température moins chaude. Et c'est aussi ça qu'il faut aussi qu'on apprenne à faire. Tu sais, vous savez, je vais vous raconter un truc. Un jour, j'ai été sur un stand à Saint-Pierre et j'ai rencontré un agriculteur qui vivait sur son terrain. Donc, et qui il me dit, de temps en temps, il sort de son terrain pour aller à la ville, et c'est là que je l'ai rencontré. Et il me dit, on parle, il voulait vraiment savoir le changement climatique, donc on parle, je lui fais jouer la fresque du climat, et on parle de la chaleur humide, et il me dit, ah oui, moi je ressens ça très fort, en fait. Et quand je vois apparaître cette brume humide, en fait, on respire plus difficilement et tout fonctionne au ralenti. Alors je lui dis, et qu'est-ce que tu fais ? Et il me dit, je fais comme une tortue. C'est-à-dire que je me mets en sécurité et je fonctionne doucement. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que là, parce qu'il vit près des éléments, il a réussi à adapter son corps et sa manière de faire, de fonctionner avec ce qui est en train de se passer. Mais quelqu'un qui est en train de battre le béton,
Ou bien quelqu'un, imagine, tu vois, sur la route, par exemple, sur la route, il y a des travaux sur la route, tu vois des gens en EPI avec les vêtements, là, qu'on appelle ça, EPI, de protection, de sécurité, voilà. Il y a la chaleur, renvoyée par le soleil. Il y a la chaleur renvoyée par la route. Il y a la chaleur renvoyée par les voitures. Et eux, ils sont mis tout ça, il est midi. Et les gars sont en train de bosser. Et là, en fait, eux, il faut qu'ils se disent que la seule chose qu'ils se disent, c'est qu'il faut qu'ils finissent ce qu'ils ont à faire. Tu vois, ils ne vont pas regarder est-ce qu'il y a un problème, est-ce que je suis en train de détériorer ma santé. Non, ils se disent il faut qu'on finisse ce qu'il y a à faire, sinon on ne sera pas payé, sinon on aura un problème. Ça, c'est... Et donc, tu vas au-delà de ton corps. Et en allant au-delà de ton corps, tu l'écoutes plus en fait. Ton cerveau te dit il faut aller au bout de la tâche. Exactement, c'est ça. Et parce que derrière, c'est manger, c'est boire, c'est faire vivre ta famille, c'est ce genre de choses-là. Donc c'est ce que tu fais. Et en fait, en faisant ça, tu détériores ton corps. Donc en fait, c'est à nous qui réfléchissons sur ces sujets, aux décideurs des entreprises, de prendre ce sujet-là à bras-le-corps et de décider maintenant à quel moment on stoppe le travail, par exemple. D'accord. Ok, d'ailleurs, on va passer la vidéo. Tout à fait. Grégory, s'il te plaît. Là, c'est l'image du 5 avril, on rappelle. Voilà. 2025, l'année de la mer, si magique, qui devrait être si pleine de vie, si près et si loin. Elle se réchauffe beaucoup trop vite. Et nous prenons coup sur coup, que ce soit le cyclone Garance à La Réunion. Non, jusqu'à 200 km/h par endroit. Il y a une voiture dans la ravine. Ou Beryl, cyclone majeur en début de saison. On ne s'attendait à des dégâts, mais pas aussi importants. Que ce soit les inondations à Rivière-Pilote, à Fort-de-France. L'eau qui monte progressivement et engloutit les véhicules. On en oublierait presque que début 2024, c'était l'état d'urgence sécheresse. Des sécheresses de plus en plus marquées qui affectent nos organisations, le vivant, nos récoltes. Le climat s'affole et nous, ça nous qu'a fait. Venez le samedi 5 avril à Déclic Matinique. Comprendre, échanger, fresque du climat, Météo France et tous nos autres partenaires. Remettre l'océan au cœur, s'informer sur le compost. Manger sain, planter pour soigner, déshydrater, filtrer l'eau. Conférences, ateliers participatifs, Tangeba Tout Moon, parcours enfants, musique, concert de Bambouman. Au cœur du vivant, de la nature, en lien avec nos traditions, cultures et richesses. Une Martinique solidaire, résiliente et robuste. Déclic Matinique, 4e édition, samedi 5 avril, 8h-17h30. Écolieu de Tivoli à Fort-de-France, gratuit et ouvert à tous. Tout le programme sur internet, Déclic, D-E-K-L-I-K, Matinique. On est de retour. Et comme on le constatait, comme on le disait aussi, que ce soit, comme je le disais aussi, que ça nous concerne de près. Des fois, on peut se dire que... Des fois, j'ai l'impression qu'on a des oublis. On va se dire, limite, on a oublié qu'il y avait les grosses coupures d'eau dues par la sécheresse. Il y avait des cyclones. Il y avait des gros moments de sécheresse également. Donc, c'est pour remettre également certaines réalités en face aussi. Ouais, c'est vraiment super important. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tu sais, dans les dernières interventions que j'ai faites, j'ai posé aux gens, est-ce que vous vous souvenez qu'on était en état d'urgence sécheresse début 2024 ? Eh bien non, parce que là, comme il pleut beaucoup depuis un moment. Et ça pose aussi, c'est marrant, ça pose aussi la question des moyennes. On peut dire 2024, en moyenne, eh ben, c'est une saison à peu près normale pour la pluie. Sauf que non, en fait. Il y a eu, en moyenne, c'est vrai, sauf que quand on regarde, on était en alerte sécheresse, et puis on a eu des grosses inondations. Et tu vois là que le vivant, il ne peut pas faire avec. La terre, elle n'a pas le temps de se recharger. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas le temps de bien fonctionner. Aussi. C'est plus difficile pour le vivant. C'est plus. Alors, c'est vrai que cette année, on a eu vraiment de longues périodes de pluie. Donc, on a vu que la végétation a pu reprendre un peu de force, qu'il y a des choses qui ont pu reprendre. Mais quand on regarde, ça c'est notre œil de néophyte, mais quand on regarde et qu'on s'adresse vraiment aux agriculteurs, ils ont eu des problèmes avec tout ce qui est mandarine, tout ce qui est orange, et puis ça fait très longtemps qu'ils ont des problèmes avec la tomate, les ignames des aussi. problèmes avec les ignames, voilà, sur une succession en fait de légumes et de fruits. On voit que les arbres ont du mal.
Ils ont du mal à composer avec ça. Alors, et à est-ce que faire tu peux avec. nous présenter succinctement le programme Ouais. et ensuite, on va parler de la Déclic Pro. D'accord, ok, super. Alors, le programme de la Déclic, donc, ça va démarrer par une marche océane. Une marche océane, c'est une petite rando pour faire se reconnecter à l'océan, mais d'une autre manière, avec des petites activités de reliance à l'océan. Donc, c'est un extrait de la marche océane. Ensuite, on va avoir un moment sur comment se préparer et sur tout ce qui est toutes les actions qu'on a pu déjà mener avec l'entraide, le partage, voilà, et la résilience, le sac de survie, par exemple, ce genre de choses-là. Ensuite, un moment sur le climat, un moment de beau cantage parole, sur le climat qui s'accélère, pourquoi ça s'accélère, à quelle vitesse et quels sont les risques pour nous. Et comme je vous ai dit, un moment où on voit les questions qui fâchent. Ensuite, je vous l'ai dit, c'est l'année de la mer 2025 et donc la mer est vraiment au cœur. Donc on a une experte, Mélanie Herteman, qui va nous expliquer le rôle de nos mangroves, le rôle de toutes les zones humides, ces zones qui se situent entre terre et mer et qui font le lien entre qui prennent en plein nos activités, mais qui doivent aussi faire tampon vers la mer. Et les sargasses, donc Météo France a poussé aussi des études sur les sargasses qu'ils vont présenter. Ensuite, on va voir un dernier temps dans la matinée qui est culture, tradition, créole. Tout ça, c'est nous et on doit se saisir de ces enjeux à travers cela, à la fois se saisir des enjeux, mais à la fois c'est aussi une marque de notre résilience. Et un bel exemple, c'est à travers la danse, le ballet, le damier et la capoeira, puisque les personnes qui sont à l'écolieu sont aussi du Brésil, donc ont la capoeira comme force aussi de résilience, et on voit comment en fait tout ça est au cœur, tout ce cœur de notre tradition, de notre ADN. Comment est-ce qu'on peut mieux, quand on s'en imprègne plus, comment est-ce que ça peut nous donner plus de force pour être plus résilient, pour se rapprocher plus du vivant, plus de ce qui fait notre ADN, notre ancestralité aussi. Dans le temps de l'après-midi, alors là, ça va finir par un temps musical avec vraiment ballet, damier au tambour. Il y aura aussi Alfred Varas. Enfin voilà, il y aura des invités en fait qui agissent depuis longtemps dans le cœur de nos traditions. L'après-midi, nous avons l'UICN et Monsieur Bernus qui va nous parler des baleines. Donc les baleines et des autres cétacés. Les baleines, c'est un sacré marqueur. Il va nous expliquer comment, en fait, le changement climatique se lie sur ces magnifiques mammifères et pourquoi c'est un problème. Et ensuite, on va faire un dernier beau cantage parole avec une grande table ronde où on va remettre le fait que l'océan, c'est la 7e limite planétaire qui a été dépassée et voir en fait pourquoi, quelles sont les conséquences de tout ça. Et est-ce que l'océan, c'est aussi beaucoup d'enjeux. C'est des enjeux géopolitiques, c'est des enjeux décoloniaux. L'esclavagisme en mer existe toujours. Donc, on va aussi mettre ces questions-là. Le fait de la prédation sur les zones de pêche, notamment sur les côtes africaines, existe toujours. Il est alimenté par des subventions énormes des pays dominants. Donc, et alimente la pêche au chalutage, qui détruit énormément, destructrice de l'ensemble des fonds marins. Et puis, on va regarder tout ça derrière. Ça sert notre alimentation, ça sert aussi la santé. Et donc, et ce sont des enjeux, en fait, qui sont tous à considérer ensemble. Pour l'UICN, on devrait considérer ensemble 5 enjeux. Le changement climatique, l'eau, le vivant, l'alimentation et la santé. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on devrait se poser la question non pas sur une seule chose, mais regardez l'ensemble. Et on voit aussi que, ils nous disent que c'est quelque chose de transformateur. Donc nous, on va interroger la décroissance. Donc on a un Martiniquais qui travaille actuellement sur une thèse sur la décroissance, qui va venir nous expliquer, alors pas encore les travaux de sa thèse, ce sera pour plus tard puisqu'il est en plein dedans, mais il va nous expliquer en fait ce que c'est. La décroissance, en fait, ce que c'est, ce que ça n'est pas. Et pareil, il faudrait lui poser toutes vos questions. Et puis, le fait que on peut aller explorer d'autres modèles. Des modèles qui sont plus proches du vivant et qui prônent l'adaptabilité, la robustesse. C'est ce qu'on appelle la 3e voie du vivant.
Et parallèlement à ça, donc ça c'est tout ce qui est Beaucantage Parole, mais parallèlement à ça, vous allez pouvoir vivre toutes sortes d'activités, donc avec au centre la mer, mais aussi le compost, puisque c'est la journée de tous au compost. Donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le compost et faire un chantier, participer à un chantier de construction pour des bacs de compost, participer avec des choses avec vos mains, prendre conscience de ce qui est, poser des questions sur la filtration, poser vos questions sur la déshydratation, les déshydrateurs solaires. Alors, on ne vend rien du tout. Ce sont des déshydrateurs solaires qui ont été fabriqués et donc avec les matériaux, ceux qu'on trouve ici et à moindre coût. Donc, c'est vraiment sur comment faire par soi-même et arriver à augmenter notre résilience en partageant sur tous ces éléments-là. Voilà, la culture est aussi au centre et il y a 2 associations aussi phares. Il y a One Health, je l'ai dit, qui va nous accompagner aussi sur la santé. Et il y a 2 associations, Casa Lian, qui va s'occuper des enfants. Vous savez que nous, on adore quand les enfants viennent et on veut qu'il y ait des moments spécifiques pour eux. Donc Casa Lian a composé des parcours spécifiquement pour les enfants, pour leur faire découvrir à la fois l'écolieu par le jeu, les plantes nutritionnelles, les plantes médicinales, mais aussi la rivière, l'océan. On aura des loupes pour faire des observations. Nos amis de Nature et Développement seront là aussi pour faire des observations aux personnes. Nos amis de l'Assommer aussi seront là. Et il y a un temps auquel on tient, c'est Créogène qui sera là. Donc, je ne sais pas si vous les avez déjà reçus. Si vous ne les avez pas reçus, je vous invite à les recevoir. Créogène, c'est une association de jeunes qui porte le créole comme quelque chose de potalant sur toute notre vie, qui devrait retourner au centre de nos vies. Et donc, ils portent le créole notamment par des temps-jeux. Donc, temps-jeux créole, tout le monde. Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver sur leur stand. Alors, la plupart des jeux sont pour les adultes. Hein. Donc, vous allez pouvoir redécouvrir plein de choses de la Martinique en créole et avec des jeux que vous allez pratiquer avec eux, qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Et aussi approfondir votre vocabulaire sur l'environnement, parce que c'est pas simple de parler au quotidien de l'environnement en créole, c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours, donc ils vont échanger avec vous sur ces éléments-là. Donc c'est vraiment, tu vois, un ensemble un layonnage d'associations et de personnes qui veulent s'unir ensemble, non seulement pour qu'on porte les problématiques, mais aussi pour faire émerger nos imaginaires. Donc il y a bien sûr et toujours un stand où vous allez pouvoir explorer le futur et explorer la Martinique, une Martinique plus résiliente et laisser vos idées pour que derrière on puisse les porter aux personnes en décision, mais aussi peut-être pourquoi pas en faire émerger dans des conseils participatifs, etc. Parce que c'est nous la résilience en fait. Les idées que l'on vous fait mettre, c'est surtout pour que chacun soit conscient que à l'échelle d'un quartier, il y a déjà plein de choses à faire pour le rendre résilient. C'est ça. Par contre, on ne peut pas être résilient seul. Donc, on peut mettre par exemple une filtration d'eau chez soi. Si ton voisin n'en a pas, et puis il faut un réservoir d'eau. Si ton voisin n'en a pas, c'est problématique. J'ai déjà fait un compostage chez soi aussi. Faire un compostage chez soi, voilà, c'est des choses qu'on peut faire. C'est déjà quelque chose, on peut le faire déjà par soi-même. C'est immense et ça permet derrière de planter, de mieux se nourrir. On entre en fait dans un cycle. Voilà, la fertilité de la terre aussi. Voilà, on entend un cycle de compréhension du vivant, où on fonctionne mieux avec la vie autour de nous. Et du moment qu'on fonctionne mieux avec la vie, on comprend mieux ces enjeux-là. Comme tu disais, tu parlais de lionnage, que ce soit au niveau des enfants pour la transmission, pour la sensibilisation, et puis les générations, les jeunes, les vieux, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, et tu parlais au début de l'urgence, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de temps pour les adultes, parce que vraiment, nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans une situation critique pour laquelle, pour nous, en fait, quand on entend les projets politiques, c'est du béton, c'est du tourisme. Tu vois, je suis passée au Robert, il y a une station Total Énergie qui vient de se créer sur la marina.
on bétonne toujours la Martinique, on fait des projets d'agrandissement de ports, on fait des projets d'agrandissement d'aéroports. C'est comme si aucune limite planétaire n'existait. Et donc, à un moment donné, il faut aussi se placer dans une situation où, eh bien, nous allons être de plus en plus vulnérables à ce qui est en train de se passer. D'accord ? Et ça, en fait, quelle que soit l'envie économique de développement qu'on puisse avoir, nous allons être plus vulnérables à cela. Et si à un moment donné, on ne s'arrête pas et on se dise, sérieusement, on construit des plans d'adaptation pour faire face à ça et mettre la population en sécurité par rapport à ce qui est en train de se passer, on aura un problème. Mais ce n'est pas nous seulement, en fait. Hein. Les plans d'adaptation, il y a peu de personnes qui l'ont. La France a sorti son plan d'adaptation et le Haut Conseil du climat a souligné que le plan d'adaptation n'est pas à la hauteur de la vitesse à laquelle les choses sont en train d'aller. D'accord ? Et puis, c'est des choses qui doivent être tous pensées ensemble, où vraiment on doit se dire, mais quelque chose de bête, je ne sais pas moi, demain, il y a un problème. Si la route ne fonctionne pas, si l'électricité ne fonctionne pas, si l'eau ne fonctionne pas, comment on continue à vivre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien qu'on vive. Mais d'ailleurs, quand tu parles de ça, je pense qu'il y a un impensé, ce sont les professionnels. Ouais. Donc, est-ce que tu peux justement nous dire pourquoi la Déclic Pro et en quoi c'est important de les sensibiliser ? Ouais, alors l'an dernier, on avait fait un petit moment sur la Déclic réservée aux professionnels et on s'est aperçu qu'il faut vraiment avoir un moment spécifique pour les professionnels. Donc, cette année, on a décidé le vendredi matin, donc le 4 avril, d'avoir pareil, dans le même concept, gratuit, ouvert à tous les professionnels et à tous ceux qui se sentent concernés. Hein. Les professionnels, c'est les grosses entreprises, les collectivités, les petites entreprises, les agriculteurs, les pêcheurs, les débrouillards, c'est tout le monde. Tout le monde qui a fait en bagaille, qui a fait valet. OK ? Et eh bien, on s'est dit, là, on va parler vrai des risques avec eux, en fait, et des risques sur leur activité. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait, chaque entreprise, c'est une somme de personnes humaines. Qu'elle soit une ou qu'elle soit 500. OK ? Et à l'intérieur, eh bien, c'est des personnes humaines, c'est des familles, c'est nous. Et on passe le plus clair de notre temps quand même en entreprise. Donc on voit quand on fait nos ateliers, quand on a la chance d'avoir une entreprise qui dise « Ok, ben moi j'ai compris, je veux sensibiliser les personnes à l'intérieur », elles sanctuarisent un moment et effectivement on arrive à aller loin. Et on parle très vite vrai avec les personnes, mais absolument quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles travaillent. Tu vois, c'est pas, on ne va pas que dans des entreprises qui sont respectueuses, enfin qui feraient des métiers liés à la préservation de l'environnement. Hein. D'ailleurs, oui, on y est déjà allé bien sûr, mais c'est un petit peu. Notre activité, c'est principalement aller vers les entreprises qui réalisent des activités selon le système existant, de toute manière. Donc, on leur parle, et on leur parle aussi des risques pour elles. C'est-à-dire que, en réalisant leurs activités, elles lisent déjà dans leurs chiffres et elles ont déjà des pertes qui sont liées au changement climatique. Je vais vous prendre un exemple de pneus sur une grosse boîte avec laquelle j'ai pu travailler à distance en France. Et donc en visio, j'ai eu plusieurs séances de formation avec eux et du coup, j'ai pu constater certaines choses. Alors en fait, c'est une entreprise qui fabrique des pneus et il y a plusieurs stades de fabrication. Et ils se sont aperçus qu'à un moment donné, quand il fait trop chaud, quand ils vont d'un site A vers un site B, eh bien le pneu, il passe d'un état A à un état B et entre-temps, il fait trop chaud, ça fond. Donc pour pas que ça fonde, qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous ? Gérer. Voilà. Ils les transportent en camion frigorifique. Non mais, des pneus en camion frigorifique. Vous vous rendez compte le coût des pneus si on fait tout ça donc voilà. Donc ils ont eu ce problème-là. Ils ont eu le problème aussi des fours où il faisait très très chaud. Et donc il y a plein de choses, plein de process qui ne tenaient plus et les personnes humaines ne pouvaient plus être là, être dans la salle et tout. Donc ils devaient revoir leur matériel. Tout ça, ça a engendré des dépenses. Ils ont dû mettre d'autres équipements qui tiennent la chaleur. Mais pour combien de temps ? Tu vois, quand ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont anticipé ? Parce que quand on achète quelque chose dans une entreprise, on pense que ça va durer 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans. C'est notre durée d'amortissement en moyenne. Ça fait un temps.
Voilà, c'est ça. Tandis que là, peut-être que dans 2 ans, ça va monter tellement que ce que tu as déjà acheté sera obsolète. C'est clair. Il faudra autre chose. Et c'est ce rythme de dépenses-là qui fait que, eh bien, au bout d'un moment, l'entreprise, OK, au début, elle a les moyens. Et puis, au fur et à mesure, ça se dégrade, ça se dégrade. Et puis, si entre-temps, elle subit une inondation, si entre-temps, elle est moins couverte par ses assurances, si entre-temps, des inondations à l'autre bout du monde, ben pareil, ou des sécheresses. Par exemple, le canal de Panama. Le canal de Panama, en temps de sécheresse, il fonctionne beaucoup moins bien. Voire pas du tout des fois. Donc ça, c'est trafic bloqué, augmentation des coûts de logistique, et derrière, augmentation de tout ce qui arrive, tout ce qui transite par le port. Tu vois? Donc c'est tout en fait, je vous ai donné 2 petites conséquences, mais sur 2 causes. Mais il y en a tellement des exemples. Mais Martine, tu nous donnes envie de participer j'espère à cette manifestation-là, parce Ah que ouais. on entend tellement de connaissances, tellement d'envie aussi, Ouais, et cette envie aussi de retransmettre ouais, cette transmission-là, parce que, comme je le disais, des fois, on a des trous de mémoire. c'est On ça. ne se rend pas forcément compte. Exactement. Et justement, comme on arrive à la fin de l'émission, est-ce que tu peux nous donner un mot ou en tout cas une conclusion pour justement nous donner envie de pouvoir venir à la déclic? Ouais, alors on est tous embarqués sur déjà la même planète, ça c'est clair, mais sur la même Martinique. OK? Et on a tous envie, en fait, je pense, on a une forte envie d'y rester le plus longtemps possible et d'y vivre le mieux possible. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment prendre conscience des choses, prendre conscience à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel, parce que les actions se situent vraiment dans les 2 sens. C'est pour ça vraiment qu'on vous invite à venir à la Déclic Pro, quel que soit encore une fois le niveau d'entreprise, même si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez pouvoir échanger avec nous lorsqu'on fait des manifestations inter-entreprises. Justement, c'est ça la richesse, c'est de mettre des échanges, c'est de mettre en face des personnes de tous les secteurs, des personnes qui représentent des grosses entités, des personnes qui se représentent elles-mêmes, des personnes qui travaillent la terre, des personnes qui travaillent sur l'eau, toutes sortes de métiers qui font l'économie martiniquaise actuelle. Libérer la parole. Exactement. Alors, une chose importante dans nos manifestations, 0 greenwashing. Que ce soit d'ailleurs la professionnelle que la citoyenne, vous n'allez voir aucune chose de greenwashing. C'est Mais quoi, à parler, greenwashing? le greenwashing, en fait, c'est aller vendre des choses qui ne fonctionnent pas en réalité pour faire tourner de l'économie. C'est ce qu'on appelle la croissance verte, c'est ce qu'on appelle plein d'éléments en fait qui font que on veut pas trop voir le problème, on veut vite aller vers des solutions, mais en fait qui ne sont pas réellement des solutions. D'accord. Ok. D'accord. Donc avant de voir quoi faire, nous on vous engage à regarder l'ensemble des problèmes. Et ensuite, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Et bien sûr qu'il y a des choses à faire ensemble. Et c'est pas forcément des choses qui coûtent énormément d'argent, sauf quand on les envisage au niveau territorial. Là, bien sûr, il y a de l'argent à mettre sur la table, hein, ça c'est clair et net, mais c'est beaucoup moins d'argent que ce que nous coûteront l'ensemble des dégâts lorsqu'ils adviennent. Donc mettre en sécurité les personnes, considérer la santé, et finalement partager et se relier à travers la musique, parce qu'on finit avec un concert de Bamboo Man qu'on adore, hein, qui fait de la musique avec du bambou, qui joue plein d'instruments. Et l'écolieu, c'est vraiment un endroit... Alors, c'est l'écolieu, pas le parc, hein. Donc vous laissez le parc, vous allez vers Tivoli-Postcolon, vous passez le pont et là vous allez direction Tivoli et c'est bien indiqué, écolieu de Tivoli. C'est bien là qu'il faut aller, c'est un endroit où vous prenez la nature en plein parce que vous avez la plantothèque et vous avez les berges de rivière. Donc vous avez de longs moments à passer à l'ombre, il fait très frais, il fait un peu plus chaud en haut mais très frais au niveau des berges de rivière. Et c'est vraiment un endroit très très agréable pour venir passer votre samedi 5 avril. Et le vendredi 4 avril, la Déclic Pro sera au Villa Laguerre ou Habitation Laguerre. Et donc on est en partenariat avec eux pour construire ce moment-là pour vous. Et pareil, vous retrouverez les programmes sur les sites internet de la Déclic Martinique. Excuse-moi, Déclic Martinique, est-ce que c'est avant tout une connexion ou une reconnexion? C'est les deux. C'est vraiment les deux. Connexion aux grands enjeux, reconnexion au vivant. Parce qu'on a besoin absolument de ressentir le vivant. Pour nous, c'est la clé. Et tu sais,
Nous, on sait que, en parlant, on parle tellement avec les gens dans les stands, dans les manifestations, dans plein d'endroits, on sent que les gens, ils ont envie de ça chez nous. Et c'est notre chance, c'est qu'il n'y a pas si loin, il n'y a pas si longtemps que ça, on vivait beaucoup plus près du vivant. Et même, il y a plein d'endroits où les gens ne lâchent pas leur jardin, les gens ne lâchent pas ce qu'ils cultivent, les gens ne lâchent pas le fait d'être en lien avec la nature. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'aller à la mer, ils ont besoin d'être dans la forêt, ils ont besoin de randonner, etc. Et ils ont besoin de planter. Même s'ils plantent pas chez eux, ils vont boire un thé où ils savent que tati machin, ils peuvent aller prendre des plantes, des fruits, des trucs. Ils sont malades, ils savent que grand-mère ou bien tati a la solution, elle sait exactement le mélange de plantes. Justement, les anciens, il faut que vous passiez ça. Même si vous pensez que la génération qui arrive, là, elle s'en moque parce qu'elle est hyper connectée, etc. Il faut passer ce genre de choses. Parce que c'est ça notre force, c'est ça notre résilience. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça, parce qu'on a tellement de choses en nous qu'on sait qu'on peut être plus fort, on peut être fort par rapport à ça. Il y en nage, comme tu disais. C'est exactement ça. En tout cas, merci Martine. Merci. 4e édition, Déclic Martinique, Ouais. le 4 et 5 avril. Le Ouais, rendez-vous est donc pris. 4 avril, Aviation La Guerre, 5 avril, toute la journée, 8h, 17h30 à l'écolieu de Tivoli. Et venez nombreux. C'est tout ce qu'on voudrait, c'est que le maximum de personnes partagent avec nous. Moi, je pense avec autant de connaissances, cette passion-là de te retransmettre, je pense que les gens seront au rendez-vous. Super. Ulrich. Merci. Bon, comme elle l'a dit, hein, venez nombreux. L'essentiel, c'est de pouvoir échanger, qu'on ait des peurs, qu'on ait des certitudes même des fois, qu'on puisse venir en fait les confronter avec d'autres personnes qui ont d'autres avis et comprendre effectivement qu'on est dans un écosystème martiniquais déjà, ensuite caribéen, qui s'inscrit dans le monde, dans une urgence climatique, et que, comme je l'ai dit au début, ça va le rejoindre, valorisons justement les choses qu'on sait déjà faire et qu'on a en nous, qu'on peut justement continuer à fortifier pour s'adapter et être résilient, parce qu'en fait, on est un peuple il ne faut pas oublier qu'on est un peuple de résilience. Donc, si on a pu être dans cette résilience-là par rapport à des phénomènes qui ont été assez durs pour l'humanité tout court, en fait, ça veut dire qu'on peut être résilient sur tout ce qui nous touche. D'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser à un ami guadeloupéen qui emploie le mot de marronnage écologique. Entrons tous ensemble dans un marronnage écologique parce qu'on sait faire ça. Mais ce sera le mot de fin. Merci Martine. Oujassa Ulrich. Merci à vous téléspectatrices et téléspectateurs de nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous êtes déjà connaître le rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.